Douleurs lombaires, tiraillements ligamentaires, hémorroïdes, pubalgie, est-ce que ça vous parle? Si vous avez déjà porté un enfant, alors il y a des chances pour que vous ayez quand même coché une de ces cases. Peut-être même que vous avez toqué à la porte de votre ostéopathe pour vous en soulager. Les femmes que j'accompagne en naturopathie pourront en témoigner, je suis persuadée des bienfaits de l'ostéopathie, en particulier sur nos corps de femmes, et aussi sur notre sphère gynécologique. Je recommande toujours d'accompagner les troubles menstruels, digestifs, ou bien pour le bon déroulé d'une grossesse, d'aller se tourner vers un ou une ostéopathe bienveillante. Et bien sûr, les chanceuses qui sont en région bordelaise ont entendu parler d'Amélie Tournès, à qui je confie moi-même mon corps et celui de mon bébé depuis des années. Amélie a grandement contribué à faire disparaître mes douleurs menstruelles. Elle m'alerte aussi lorsqu'elle sent qu'il y a un petit quelque chose qui cloche dans mon corps sans que j'en ai pour autant conscience. Il était du coup tout naturel pour moi qu'elle me suive de près pendant ma grossesse. Les douleurs ligamentaires du début, le bon placement du bassin, les douleurs lombaires du deuxième trimestre. Elle m'a soutenue à chaque moment, et en particulier lorsque ma petite puce a décidé de jouer les prolongations et risquait de compromettre mon projet d'accouchement physio. Je me suis rendu compte que de nombreuses difficultés pouvaient être apaisées par un suivi ostéopathique. Alors j'ai invité Amélie au micro pour vous parler des solutions face aux différents mots de grossesse, pour vous aider à vivre ces 9 mois en pleine forme et pour préparer avec vous votre accouchement du mieux possible. Bonjour Amélie, bienvenue au micro d'Elsie Mama. Bonjour Marion. Pour commencer cet épisode, est-ce que tu veux bien peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Amélie Tournès, je suis ostéopathe spécialisée dans la santé de la femme et aussi en périnatalité, pédiatrie. Ouais, donc tu accompagnes les femmes à tout âge et aussi les enfants, les bébés. Exactement. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais est-ce que tu peux quand même définir ce que c'est que l'ostéopathie brièvement, peut-être son histoire, le parcours un petit peu de cette pratique? Bien sûr, alors l'ostéopathie c'est une thérapie manuelle Ouais. à viser de redonner de la mobilité au niveau des tissus du corps, donc tout ce qui va être articulation, mais aussi muscles, viscères, fascia, avec un principe justement de permettre au corps de s'auto-réguler, de s'auto-guérir pour aider la personne dans son quotidien. Ce qui est intéressant du coup avec cette pratique, c'est qu'on vient justement donner au corps ses ressources pour qu'il puisse s'autoréguler par lui-même. Donc tu vas identifier qu'il y a des blocages, des choses qui ont besoin d'être soutenues, rééquilibrées, pour que le corps retrouve un confort de manière en auto-guérison, en fait, qu'il puisse par lui-même se rééquilibrer. C'est exactement ça. Et en fait, c'est à la fin du 19e siècle, en fait, c'est un docteur, Andrew Tyler Still, qui était un Américain, qui a en fait voulu en fait, trouver une solution un peu autre que les médicaments. Ouais. Et en fait, il s'est tourné vers la thérapie manuelle et les principes un peu d'auto-guérison du corps par lui-même. Ouais. Et après, c'est arrivé justement en Europe et on en a fait justement une thérapie complémentaire à la médecine pour pouvoir accompagner justement les personnes. Ouais. Qui est aujourd'hui d'ailleurs plutôt connu, plutôt accepté, après des années de bataille des ostéopathes et des syndicats d'ostéopathes, etc., à l'inverse de la naturopathie qui est encore beaucoup moins aujourd'hui socialement ou médicalement acceptée. Il y a comme vraiment j'ai l'impression un travail main dans la main quand même entre l'allopathie et l'ostéopathie. On vous sollicite régulièrement. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est tout l'intérêt en fait de notre pratique, c'est justement de travailler en pluridisciplinarité. Ouais. Parce que tout seul, on va avoir vraiment beaucoup de limites, ce qui est normal. Donc justement, il n'est pas rare en fait que des patientes ou des patients arrivent, justement envoyés par les médecins ou des sages-femmes ou même d'autres personnes pour justement venir travailler le corps justement en thérapie manuelle. Autrement que par exemple les médicaments, parce que des fois c'est pas suffisant, ou alors c'est de manière plutôt avant-gardiste, plutôt préventive, et du coup on peut éviter justement des traitements plus lourds. Oui, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que typiquement si on a mal au dos, l'allopathie va nous proposer un antidouleur, mais ça ne va pas résoudre le problème. Mm-hmm. En ostéopathie, on va pouvoir essayer de comprendre la cause, rééquilibrer les choses. Mais il y a quelque chose qui surprend beaucoup en général les personnes en consultation quand je leur en parle, c'est que c'est facile d'aller voir l'ostéopathe si on est en pleine crise de lumbago, de lombalgie, de choses comme ça. On a beaucoup moins en tête que c'est intéressant de venir en prévention, de ne pas forcément y aller dans la crise. Qu'est-ce que toi tu préconises justement pour prendre soin de son corps de manière globale par rapport à l'ostéopathie? Ça va dépendre de la personne et de son histoire. Il n'y a pas vraiment une chose à dire en particulier. Enfin, je veux dire, toi et moi, on a une histoire différente, ce qui fait qu'on ira peut-être plus ou moins souvent.
Mais c'est vrai que la manière vraiment de voir l'ostéopathie de manière préventive, c'est un peu comme aller chez le garagiste et faire un peu le contrôle de sa voiture, en fait, Ouais, tout simplement. c'est la phrase que je répète tout le temps, mais c'est vraiment ça. Bah oui, parce qu'en fait, finalement, c'est pas quand tout est cassé que j'ai mal partout. Là, ça va prendre du temps à remettre tout en place. Et le but aussi, c'est d'aller voir un peu, moi, ce que j'appelle le terrain, c'est-à-dire vraiment l'environnement de la personne qui fait qu'elle en est arrivée jusque-là. Ouais. Donc, si on peut venir un petit peu avant tout ça et venir justement prévenir, c'est ça qui fait aussi la force de cette pratique. Ouais. Tout le challenge, c'est de savoir entendre son corps, qui envoie les petits messages avant que justement tout soit cassé, comme tu dis. Bah, exactement. Donc en général, ils viennent quand ils ont mal et après ils apprennent et en général, ils viennent, on va dire, de manière plus préventive un peu avant, quoi. Alors c'est vrai que toi, tu es spécialisée en particulier donc tout ce qui touche à la santé de la femme et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant quand on a des premiers petits signaux de règles douloureuses, de petites choses comme ça, de lourdeur dans le périnée, parfois des mastoses qui sont aussi en lien avec un déséquilibre hormonal, etc. Je trouve ça intéressant d'aller travailler en manuel, chose que moi je ne fais pas en naturopathie évidemment, pour avoir un petit peu cette double vision. On le sait que des règles douloureuses, par exemple, peuvent être causées aussi par un mauvais placement, par un psoas qui est un peu spasmé, etc. Et c'est aussi en ça que je trouve intéressant d'aller sur la prévention. Là, on est sur un sujet un peu autre, qui est celui de la grossesse. Et typiquement, je trouve que pendant la grossesse, c'est peut-être chouette d'anticiper les changements du corps, en tout cas de les accompagner, plutôt que d'attendre d'avoir super mal parce que le corps bouge beaucoup. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer d'abord d'un point de vue postural tout ce qui se passe pendant les 9 mois de grossesse, tout ce qui bouge dans le corps, comment ça évolue? Alors, on va y avoir plutôt au premier trimestre déjà toute une cascade hormonale. En fait, c'est là où vraiment tout le corps commence à se mettre en place avec l'arrivée de ce petit bébé. Donc, on va avoir un début vraiment de changement postural, mais qui est encore tout petit parce que l'utérus est encore vraiment à taille infime. Mais il va y avoir pas mal de nausées, de la fatigue. Donc en fait, en ostéopathie, on va déjà aider à ce niveau-là. On va travailler déjà vraiment au niveau du bassin et des ligaments qui commencent à faire de la place pour cet utérus qui va grandir. Ouais. Donc on commence en fait à ces prémices-là à vraiment travailler sur des sphères, vraiment le bassin et aussi vraiment, on va dire, tout ce qui est le diaphragme pour essayer d'aider à limiter les nausées, par exemple, les reflux, tout ça. Ouais. Ça, tu vois, on n'entend jamais que quand il y a des nausées au premier trimestre. Alors bien sûr que sur le terrain, il y a plein de choses sur lesquelles on peut bosser. Il y a évidemment des plantes comme le gingembre qui soulagent sur le moment. Il y a plein de choses qu'on peut faire avant une grossesse quand on l'anticipe pour éviter justement d'avoir trop d'inconfort. Mais aussi sur le moment, en ostéopathie, on peut aider. Les nausées, les tiraillements, moi j'ai trouvé ça hyper présent, tous les tiraillements dans le bassin, etc. Et on n'aurait pas forcément idée d'aller voir l'ostéopathe pour ça, quoi. Ça commence, il y a quelques sages-femmes qui m'envoient des patientes, mais c'est vrai que oui, on pense en premier cas à travailler sur l'hygiène de vie, sur manger peut-être un peu plus fractionné, de faire avec des plantes, ou même certaines qui prennent déjà juste le médicament antinauséeux. Et en fait, des fois, ça aide et ça soulage et c'est super, mais des fois, c'est pas suffisant et il y a besoin d'aller... on peut aider à soulager en fait aussi différemment. Et en fait, les femmes, des fois, elles sont tellement mal, elles ont tellement de douleurs ou elles sont tellement fatiguées que de leur apporter une solution en plus qui va peut-être pas forcément être miraculeuse, hein. Il faut pas se leurrer non plus, mais chez certaines femmes, ça marche bien. Oui, puis parfois, ça peut être une première étape avant d'aller chercher justement en holéopathie, un antinauséeux ou quelque chose comme ça. Exactement, voilà. Donc ça, c'est le premier trimestre, c'est principalement tout ce qui va être nausées, petits tiraillements, tu vas bosser sur le bassin, tu vas bosser sur le diaphragme et l'équilibre global. Exactement. Après, au deuxième trimestre, il se passe quand même un petit basculement, non ? Ouais, au deuxième trimestre, il y a vraiment la croissance de l'utérus qui commence vraiment à se faire. Donc, on commence vraiment à avoir un changement du centre de gravité de la femme. Donc, sa posture change vraiment. Ouais. Donc, là, il va y avoir typiquement tous les maux de douleurs lombaires, de sciatique qui vont se mettre en place. On peut avoir aussi des petites gênes diaphragmatiques, c'est-à-dire des gênes à la respiration, un peu de sensation d'oppression. Et il peut même y avoir du coup même des douleurs de tout le rachis, des cervicales aussi qui vont être vraiment typiques en fait d'un changement postural important. Ouais. Moi, je trouve que même au niveau des lombaires, alors moi, c'est ce qui m'a le plus touchée, mais en effet, tu sens que ton bassin, il bascule vers l'avant et qu'en fait, ça perturbe tout ton équilibre global. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? J'ai l'impression qu'il y a des femmes qui ont plus facilement des migraines, justement, à cause de ce qui sont en lien, du coup, avec ça, oui. En fait, quand tu as des gènes cervicales, forcément, c'est ce qu'on appelle des céphalétensions qui vont pouvoir remonter aussi au niveau crânien et du coup créer des migraines, par exemple. Ouais. Après, ça peut être tout simplement... ça peut être aussi des troubles hormonaux avec les hormones qui sont très fortes, la fatigue, etc. aussi. Donc, il n'y a pas que ça. Mais ça peut être en lien.
Et il va y avoir aussi tous les troubles digestifs, aussi beaucoup de Mhm. syndromes un peu compressifs, donc avec tout ce qui est constipation, voilà, toujours un peu aussi chez certaines femmes encore des nausées, des reflux. Donc Ouais. là, on commence souvent, c'est là où on les rencontre, si elles ne sont pas averties pour leur grossesse à venir voir un ostéopathe, c'est là où on les rencontre parce que c'est là où les maux se déclarent vraiment, quoi. Ouais. Et on n'en a pas parlé en effet pour le premier trimestre, mais il peut y avoir avec l'arrivée de la progestérone massive, en effet, des problèmes de transit, de constipation, de Exactement. transit ralenti, etc. On est d'accord qu'il n'y a aucune contre-indication à voir un ou une ostéopathe au premier trimestre. Non, après, il y a certains ostéopathes qui préfèrent quand même ne pas les voir trop tôt parce que, Ok. ben, voilà, on sait avant 12 semaines d'aménorrhée, c'est vraiment un gros risque élevé de fausse couche, d'environ 30% en fait chez la femme. Donc, Mhm. c'est vrai qu'il y a certains ostéopathes qui veulent pas prendre ce risque-là. Après, moi, quand les femmes ont vraiment des douleurs et qu'elles sont vraiment gênées, je les vois quand même et voilà, on fait Oui, des tu techniques adaptes. vraiment douces, voilà, pour Mhm. vraiment avoir aucun risque pour le bébé, quoi. Ouais. Ça vaut peut-être le coup dans ce cas-là d'aller voir un ou une ostéopathe qui soit un peu spécialisée dans tous ces Oui. sujets-là Mm. Oui, je pense que pour avoir cette sensibilité. c'est vraiment important de voir quelqu'un qui a des formations supplémentaires et qui est vraiment habitué en fait à travailler avec les femmes enceintes. Ouais. Et d'ailleurs, on me demande souvent, ah mais l'ostéopathe que tu recommandes, est-ce qu'elle fait craquer? C'est quoi cette différence entre les ostéopathes qui travaillent justement comme toi, plus en douceur, plus de manière un peu viscérale, j'ai l'impression, et les ostéopathes qui font craquer dans tous les sens, qui font un petit peu peur, même si j'imagine qu'il y a de très bons résultats aussi. C'est quoi ces deux techniques? Il y a deux écoles? Non, il n'y a pas deux écoles, mais c'est comme en fait, si tu veux, on a un peu comme une énorme boîte à outils. Donc Ouais, on va avoir des fois pour travailler le marteau, le tournevis, et en ouais, fait, on peut utiliser plein de choses différentes. Et après, ben, chaque praticien, ben, c'est un humain hein, avec sa sensibilité, donc il y a chacun aussi sa façon de travailler, des outils avec lesquels il est plus fort ou moins fort. Et c'est ce qui fait en fait toute la particularité de ce métier, qui fait que des fois ça peut être un peu troublant pour les patients parce ouais, qu'ils sont allés voir un ostéo qui les a fait craquer des pieds à la tête, et d'autres qui ont l'impression qu'ils se sont même pas limite fait manipuler. ouais. Donc c'est vrai que ça peut être un peu troublant pour le patient, mais en fait, je pense que ce qu'il faut, c'est que quand même le patient, il sente qu'il y a des choses qui se font sur son corps dans un Mhm. principe de non, enfin, que ce soit non invasif, que non douloureux, et que la personne ressente voilà, les bienfaits au bout de 48 heures, allez à peu près, le Ouais, temps que le corps commence à travailler et tout ça. Moi, ça m'arrive hein, de faire des techniques où on vient travailler de manière un peu plus forte. Ce qu'on appelle faire craquer, c'est des techniques qu'on appelle structurelles en fait. C'est d'accord. vraiment un peu comme de la mécanique pure et dure. Moi, je les utilise beaucoup dans des moments où la personne a eu un événement traumatique, c'est-à-dire elle est tombée d'un côté, bon bah le choc il a tellement été important que des fois c'est important de remettre un petit coup de l'autre côté, on va Ouais, dire ça comme ok. ça de Ouais. manière un peu métaphorique. Mais après, il y a tellement d'autres outils, tellement d'autres techniques, et en fait, ça dépend aussi de la personne qui vient nous voir, quoi, sur la Mhm. table. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont peur justement de ce côté, ça fait craquer, qui veulent pas aller voir des ostéos qui ont cette Mm, réputation, en tout cas qui utilisent, comme tu dis, les techniques structurelles. Et d'autres, si ça n'a pas craqué, ils ont l'impression qu'on n'a rien fait, comme tu disais. Donc, exactement, c'est c'est vrai qu'il pour faut ça qu'on s'adapter. s'adapte. Mm. Voilà. Ok. En fait, on s'adapte à la personne qu'on a et on va travailler différemment en fonction des gens Ouais. qu'on reçoit. Ok. Donc, on a vu premier trimestre, deuxième trimestre. Au troisième trimestre, c'est quand même le moment où Bah il peut là, se oui, ouais. passer un gros ras-le-bol, en tout cas une lourdeur dans son corps. Exactement, c'est vraiment Qu'est-ce qui se lourdeur. passe? Ben, il va vraiment, enfin là, l'utérus, il prend vraiment toute la place, quoi, Ouais. avec le bébé dedans. Donc forcément, ça va commencer à avoir une lourdeur au niveau du bassin, donc vraiment une compression. Ça va être une compression aussi vers le haut, sur le diaphragme. Donc on peut vraiment avoir des sensations d'oppression thoracique, d'avoir du mal à respirer. Ouais, du mal à manger aussi, l'estomac qui est Voilà, tout c'est ça. petit. Et au niveau du bas, pareil, ben, ça peut exacerber toutes les douleurs lombaires, mais aussi sciatiques, du bassin, tout ce qu'on va appeler aussi pubalgie, donc des douleurs plutôt à l'avant aussi du bassin. Ouais. Et on va travailler justement sur tout ce qui est ben, le plancher périnéal, plancher pelvien, sur les muscles, sur les lombaires, le digestif, et on va aller toujours travailler au niveau aussi de la posture, donc ça va remonter jusqu'au crâne, les cervicales, le thorax, la cage thoracique. C'est vraiment le moment où il va y avoir, ça va vraiment être dépendant de la femme, quoi. Il ne va pas Ouais. avoir une femme pareille, il y en a aussi qui vont avoir des troubles circulatoires, des problèmes veineux. Ouais. Donc c'est vraiment, voilà, un peu comme, il faut voir ça un peu comme une congestion générale. Et du coup, après, ça va dépendre de la femme, de son activité physique aussi, de ce qu'elle fait avec son corps. Ouais. Voilà. Ouais, tu fais un peu un scan global, quoi. De la tête aux Exactement. pieds, tu vois à quel endroit il y a besoin Ouais. de bosser. Et puis après, ça va être aussi commencer à préparer l'accouchement. Ouais.
Ça, on va y venir juste après. Je me suis noté quelques chiffres. J'ai découvert qu'entre 50 et 70% des femmes souffrent de maux du dos pendant la grossesse. 50 à 60 souffrent de constipation, c'est quand même énorme. Et 30 à 40% de troubles circulatoires dont tu parlais. Toi, en cabinet, qu'est-ce que tu rencontres le plus fréquemment à chacun de ces 3 grossesses? On a balayé là un peu tous les symptômes. Toi, qu'est-ce que tu as l'impression de voir le plus? Moi, ce que je rencontre le plus, c'est la lombalgie, du coup, la douleur lombaire du dos. Et la lombalgie, ça arrive souvent qu'elle descende même au niveau des fessiers. Donc, du coup, on se retrouve souvent avec des sciatiques. Pas forcément la vraie sciatique qui descend jusqu'au niveau du pied. Mais ça, c'est vraiment le plus gros qu'on retrouve. Et puis après, moi, j'en vois aussi certaines qui viennent me voir par rapport au positionnement du bébé, par exemple. Et après, c'est les douleurs ligamentaires. En fait, ça va dépendre. Il y en a, je trouve, elles viennent aussi pour des oppressions thoraciques. En tout cas, c'est vrai que le dos, c'est souvent la première cause de consultation, tu as l'impression. La constipation, elles viennent un petit peu moins, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est parce que je travaille déjà en pluridisciplinarité, mais souvent, elles ont déjà trouvé un peu des choses naturelles qui les aident un peu à améliorer le transit où il y a vraiment des phases, en fait. C'est soit des femmes qui ont déjà l'habitude, donc en fait, elles s'en plaignent limite même pas. Et d'autres chez qui, justement, il y a eu vraiment un gros changement et du coup, c'est pas vraiment le motif principal de la constipation. Toi, tu recommandes de venir régulièrement, de venir quand on a mal, de se faire un petit check. Moi, je sais que j'avais fait un petit check par trimestre. C'est quoi ta reco? Il y en a qui aiment bien soit un petit check par trimestre. D'autres, ça va être, elles vont venir la première fois parce qu'elles ont une douleur ou une gêne, elles ont un motif vraiment et du coup, on attend de voir un peu l'évolution du motif et dans ces cas-là, soit elles reviennent me voir après ou non en fait. Et souvent, je leur dis au moins de revenir peut-être avant l'arrivée du terme, j'estime à peu près vers 37 semaines d'aménorrhée pour commencer à préparer le bassin en fait, à l'accouchement par voie basse en fait. Et ça, après, ça va dépendre des femmes, de leurs moyens, de leurs besoins et aussi du feeling qu'elles ont avec moi. Ça peut aussi être avec quelqu'un d'autre, mais le but, c'est qu'elles fassent au moins cette dernière séance avant l'effort de l'accouchement. Et après, pendant la grossesse, ça leur appartient parce que des fois, je leur donne beaucoup d'exercices, beaucoup de choses pour qu'elles puissent être autonomes chez elles, en fait. Parce que le but, c'est pas qu'elles reviennent me voir toutes les 2 semaines. Oui, et puis c'est qu'elles arrivent à se soulager. C'est justement ma question suivante. Est-ce que tu as des conseils d'hygiène de vie, donc des étirements, de l'exercice physique, l'hydratation, ces choses un peu basiques qu'on connaît, mais est-ce que pendant la grossesse, il y a des choses particulières que tu recommandes pour justement prévenir ces maux qui sont... Je dis pas que c'est inévitable, parce qu'il y a certainement des femmes qui n'ont jamais eu la moindre petite douleur, mais étant donné les énormes changements du corps en si peu de temps, et c'est fou, on en reparlera après du postpartum, mais les changements en 9 mois, c'est dingue. Et alors les changements après, le corps a mis 9 mois à prendre cette forme-là, et parfois en quelques jours, quelques semaines, il est revenu, l'utérus est déjà revenu à une forme normale. Donc c'est quand même considérable, c'est la période de vie où il y a des plus gros changements, c'est la période de vie où il y a les plus grosses variations hormonales aussi. Donc bon, souvent, il y a quand même une petite zone ou un petit quelque chose qui gêne. Qu'est-ce que toi, tu proposes pour justement prévenir, anticiper d'un point de vue hygiène de vie? Je pense que la première chose qui prime et que je dis à toutes les patientes, c'est le mouvement. C'est-à-dire que... Après, c'est pas forcément une activité physique intense et ça va dépendre de la personne. Si avant, elle était très sportive, c'est sûr que ça sera pas la même chose qu'une personne qui était très sédentaire. Mais on va dire la base, c'est 30 minutes de marche par jour et des petits exercices un peu spécifiques au niveau de la zone lombaire et du bassin pour continuer à garder une mobilité en fait de cette zone qui va énormément être chamboulée par la croissance de l'utérus. Donc je pense que c'est vraiment la base. Après, ça va être de dire à la femme de continuer l'activité qu'elle faisait de base avec quelques petites choses à ajuster en fonction de l'activité physique qu'elle avait. Et je pense que la deuxième chose, ça va être vraiment de s'écouter en fait. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où la femme, elle doit continuer à travailler tard. Ou en fonction du métier qu'elle fait, c'est pas tant... Des fois, c'est des métiers qui peuvent être très sédentaires, donc elles bougent pas beaucoup. Ça peut être aussi des métiers qui sont très stressants, où elles ont beaucoup de pression. Ou physique, parfois aussi. Ou physique, en effet. Et du coup, des fois, c'est difficile d'arriver jusqu'au congé maternité, comme si tout allait bien et avec un corps qui s'est bien adapté. Il y en a, mais c'est quand même rare. Et
Et c'est pas, justement, c'est pas anodin, ou souvent, quand elles sont en congé maternité, il y a un peu un relâchement du corps soudain. Ou alors c'est le moment où tu dis bon bah j'ai pas eu le temps avant donc je m'occupe de tout ce qui a préparé pour l'arrivée Voilà, du bébé et en fait t'es complètement épuisé au moment où le bébé arrive et où bah le jeu commence quoi. Donc ouais. exactement. Donc en fait, c'est essayer de s'écouter avant, de pouvoir aussi un peu profiter de cette grossesse, parce que des fois ça passe tellement enfin, à 1000 à l'heure, même si c'est 9 mois, des fois c'est vraiment... Ouais. Enfin, elle le voit pas passer, quoi. Mm. Et puis donc ouais, vraiment s'écouter, essayer d'arriver à mettre des limites qui sont un peu différentes, se rendre compte que justement, ben, on crée la vie dans Ouais. notre corps, donc on peut pas être comme avant. Et ça, Ouais. j'en ai beaucoup de femmes qui sont aussi frustrées de ça, Mm. qui se retrouvent à se dire, ah, mais je peux pas faire ce que j'avais prévu, et pourtant, ben, je me suis un peu obligée, en fait, finalement. Ouais, et c'est un très beau pont, la grossesse, entre le avant et le après, parce que c'est une première étape où on peut plus faire tout à fait ce qu'on veut, même si on peut encore faire pas mal de choses et qu'évidemment, on n'est pas obligé de s'enfermer chez soi. Mais c'est aussi une préparation à ce moment où, bah oui, en effet, nos journées vont quand même pendant un certain temps être dictées aussi par le rythme d'un autre être vivant. Donc je trouve que c'est un très beau pont. Et c'est important ce que tu dis parce que les professionnels de santé, très souvent, sont tout à fait OK de nous arrêter, de nous dire de ralentir, etc. Mais c'est vraiment une histoire entre soi et soi-même Mhm, où exactement. on a du mal à s'écouter, on a du mal à s'autoriser en fait à ralentir. On se rend pas compte qu'en fait on fait un deuxième job à temps plein. Et les études que j'ai lues montrent qu'en fait chaque journée de grossesse, en termes d'énergie, correspond à courir un marathon chaque jour. Je connais pas grand monde qui court un marathon tous les jours pendant 9 mois, à part les femmes enceintes. Et en fait, on se rend pas compte parce qu'on a tellement cette idée d'être un peu les égales des hommes et d'aller vraiment, voilà, de gagner notre place, entre guillemets, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie sociale, qu'on se rend pas compte que, bah oui, en fait, on a des besoins qui sont différents et il faut qu'on s'autorise à ralentir. Parfois, dans certains métiers, c'est très mal vu aussi, ne serait-ce que de prendre un congé mat, hein, alors que c'est attendu. Exactement. Il y en a qui osent Donc, même pas le dire, ou qui sont... Enfin, c'est toute une épreuve pour ouais, juste l'annoncer, hein. ouais. Et je pense que s'écouter, s'il y a bien un moment de vie où il faut le faire, c'est là. Donc ouais, t'as raison de rappeler ça, c'est hyper important. Au-delà du corps physique, je sais que tu es assez sensible à pas mal de choses et il y a notamment une imprégnation somato-émotionnelle qui est très importante dans le bassin. C'est une zone de notre corps qui n'est pas anodine. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur tout ce qui s'imprègne d'un point de vue un peu plus émotionnel dans ce nid en fait qu'on porte en nous et comment toi tu la prends en considération dans tes consultations? Oui, le bassin, c'est un peu une base en fait au niveau du corps. C'est un peu ce qui va permettre de m'ancrer au sol, que ça soit tout simplement d'un point de vue vraiment mécanique, postural. Ouais. Vraiment, voilà, les lignes de force passent par ce bassin pour permettre que je tienne debout, tout simplement. Mais si on va un peu plus sur des médecines traditionnelles comme l'Ayurveda ou la médecine chinoise, où ils parlent vraiment de centre en fait, qui est vraiment pour nous les femmes le symbole même de notre maternité, notre féminité, de moi, qui je suis, avec mes racines, mes valeurs, et Mm. souvent ça a un gros lien aussi avec qui je suis moi vraiment en fait finalement. Et donc il va y avoir vraiment aussi quelque chose qui se joue au niveau de ce bassin, vu que c'est là où aussi on crée la vie. Ouais. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment voilà, un nid, mais aussi la zone où je peux mettre un peu tout mon vécu, en fait, Ouais. finalement, où il peut y avoir justement les antécédents un peu corporels et enfin, Ouais. oui, émotionnels qui restent, par exemple, de grossesse ou de fausse couche, par Mhm. exemple, d'accouchement. Ouais. Ça peut être aussi sexuel, ou même des traumatismes. Ouais, il y a un vécu très intime quand même avec cette zone-là, qui peut être notre vécu ou d'ailleurs parfois les vécus de générations précédentes qu'on porte un peu en nous Exactement aussi. aussi. Ce que je disais par rapport aux racines, c'est ça, c'est vraiment... il y a vraiment une notion aussi transgénérationnelle de comment étaient nos mères, nos grands-mères, ce qu'elles ont vécu, est-ce qu'elles ont vécu des choses difficiles, elles aussi, dans leur grossesse, leur accouchement, ou leur façon d'être femme, en fait. Ouais. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'il y avait vraiment un impact important dans ce bassin, et d'où l'importance, en fait, de venir le travailler en ostéopathie d'une manière mécanique, mais pas que, en fait, parce Ouais. que s'il y a vraiment cet aspect plus émotionnel, si on peut dire ça. Et on commence aujourd'hui vraiment, même au niveau psychologique, à recréer ce lien, en fait, entre le corps Et et la tête, exactement. ouais. Donc l'ostéopathie, ça va être quelque chose de mécanique, où on va redonner de la mobilité, en effet, mais pas que. Et en fait, c'est important de faire ça avec douceur, mettre la personne en sécurité, avec bienveillance, et Ouais. pouvoir en fait venir travailler cette zone-là
avec tout ce que ça implique derrière, en fait. Oui, parce que j'imagine qu'il y a des choses qui doivent ressortir, des réactions peut-être auxquelles on ne s'attend pas, qui jaillissent d'un coup quand tu viens t'intéresser à cette zone-là. Du coup, tu fais en sorte de mettre ce climat de confiance, de sécurité. Et puis j'imagine que tu vas travailler cette zone avec beaucoup de précautions et qu'il y a peut-être même des femmes chez qui tu creuses pas trop parce que tu sens que Voilà, ça peut après, être c'est est-ce que difficile. la femme est prête à aller dans Oui, c'est dans ça. ce chemin-là. Mm. Respecter ça aussi parce que ça peut être douloureux pour la personne. Ouais. Donc après, si on voit que ça ouvre quelque chose, ben, c'est l'accompagner avec bienveillance, avoir un temps d'écoute aussi qui est vraiment important, et puis après pouvoir la réorienter aussi s'il y a besoin d'aller travailler par exemple un traumatisme, ou si on met qu'on met le doigt dessus, où on commence à se dire que bon, ça serait peut-être intéressant, surtout des fois dans la maternité où ça vient travailler notre propre C'est exactement ce que vie j'allais dire. intra-utérine, notre propre naissance, et des fois même les naissances et les accouchements d'avant de notre mère. Donc c'est important d'avoir un peu conscience de ça, et souvent ce qu'on vit nous c'est aussi soit pour réparer, soit pour travailler, ou soit pour pour qu'il y ait un peu un chemin qui soit fait dans tout ce qu'on a vécu avant, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une période hyper initiatique avec soit nos propres vécus, si on a eu avant d'autres grossesses ou d'autres expériences, en tout cas avec cette sphère gynéco-intime qui sont plus ou moins faciles, avec parfois le vécu des générations d'avant. En tout cas, comme tu dis, on se prend toujours un petit peu comme un effet miroir avec ce que nous, on a vécu enfant, comment nous, on se projette en tant que parents. Enfin, c'est une période qui remue forcément un peu les émotions aussi, quoi. Exactement. Et puis avec un peu cet inconscient aussi qui est fait de qu'est-ce que ma mère m'a dit aussi de ma naissance, qu'est-ce qu'elle m'a transmis. Il y en a, elles ne savent même pas, d'autres, c'est complètement minimisé. Enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes, en fait. À savoir avant ou a posteriori, c'est pas grave. Mais c'est vrai que chez certaines femmes, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent aussi. Ouais. Et c'est important de le dire que ça peut simplement, avec le toucher en ostéopathie, venir réveiller des choses et travailler sur le bassin. Ça peut soulever, en tout cas, ce tapis sous lequel il y a plein de trucs enfouis, quoi. Exactement. Et du coup, il ne faut pas en avoir peur. Et le but, c'est que la patiente se sente vraiment dans un environnement bienveillant, et qu'elle puisse en discuter, et pas qu'elle se retrouve à sortir du cabinet et être complètement déboussolée. C'est ça le risque aussi. Mais en fait, c'est important de comprendre que l'ostéopathie, ça peut être quelque chose de purement... on travaille des ligaments, la mobilité d'un utérus, le bassin, les articulations, mais il n'y a pas que ça, parce que le corps, ce n'est pas qu'une machine, en fait. Ouais, c'est pas qu'une enveloppe, il y a beaucoup de choses dedans. Quand la date de terme approche, on a en général envie de mettre toutes les chances de son côté pour l'accouchement de rêve. En tout cas, l'accouchement qu'on a idéalisé, parce qu'on se fait toujours un projet en tête. Comment l'ostéopathie peut préparer justement l'accouchement ? Tu disais tout à l'heure que c'était important de faire au moins cette consultation sur la dernière ligne droite, là, avant le terme. Comment tu fais pour préparer un peu les choses ? On va redonner de la mobilité, en fait, tout simplement au bassin, au sacrum, permettre les mouvements en fait, physiologiques de ce bassin quand le travail va se mettre en place. Donc c'est vraiment important que toute la sphère pelvienne, aussi le plancher pelvien, mais aussi les lombaires, le diaphragme, en fait tout soit optimal pour pouvoir permettre après une descente physiologique en fait, du bébé dans les détroits du bassin. Après, je pense que c'est pour tendre vers... pour permettre à cet accouchement de se faire au mieux. Ouais. Après, bien sûr, ça sera jamais dépendant non plus de nous. L'accouchement, c'est quelque chose de tellement puissant aussi sur une question de lâcher prise de la personne, de gestion de l'intensité des contractions, en fonction du chemin qu'elle a décidé de faire. Et puis c'est un travail avec le bébé, c'est vraiment, on l'oublie, mais c'est vraiment un travail entre la mère et l'enfant. Et c'est pas juste le corps de la mère qui bosse, et l'enfant bosse beaucoup dans le sujet. Et oui, c'est important de pouvoir, comme tu dis, ajouter cette mobilité pour que la descente puisse se faire. C'est quand même toute une espèce de danse et de virage que le bébé doit prendre dans le bassin, et s'il n'y a pas de mobilité, ça peut peiner un petit peu, ou en tout cas le bassin peut avoir du mal à s'ouvrir et à laisser passer, c'est ça ? C'est ça, si un psoas est complètement spasmé, forcément ça va empêcher le bébé de pouvoir peut-être un peu faire sa rotation, se retourner, puis même si par exemple, je prends l'exemple d'une femme très sportive, souvent c'est des femmes qui ont des périnées hypertoniques, on appelle ça, donc vraiment très très musclés. Sur un périnée très musclé, il risque d'avoir du mal à se détendre pour s'ouvrir, et en fait ça peut gêner par exemple tout simplement la descente de la tête du bébé.
Donc, par exemple, toutes ces choses-là, c'est important que la femme, elle le sache, qu'elle ait fait un travail au préalable pour vraiment apprendre à le relâcher, à le détendre, pour que le jour J, le bébé ne se retrouve pas coincé. Ouais. Et comme tu disais, c'est vraiment un dialogue mère-enfant, de vraiment ressentir quand le travail se met en place d'une manière un peu instinctive aussi. Ah tiens, il faut que je me mette un peu plus à droite, à gauche. Ah tiens, là, ça me fait mal, c'est que ça ne doit pas être trop sympa finalement. Et puis oui, c'est un peu une danse en fait à deux. Oui, complètement. Alors dans l'éventualité, bien sûr, on n'est pas cloué au lit avec une analgésie, où on peut se faire son travail parfois avec une légère analgésie qui nous permet quand même de bouger, ou alors sans analgésie. Mais c'est vrai que le fait d'être conscient de tout ça, ça permet instinctivement en fait, d'adapter, de se faire confiance encore une fois, et de savoir que le bassin il va s'ouvrir de telle et telle manière, et que le bébé il va passer comme ça, et que donc si on a envie de se mettre dans telle position, ou de faire tel bruit ou quoi que ce soit, que c'est hyper logique et qu'il faut se faire confiance. Et je trouve que c'est chouette de faire cette consultation, là, comme tu disais, sur la dernière ligne droite, parce qu'en général, on a fait la prépa à l'accouchement. Donc, on a quand même une bonne connaissance, a priori, de ce qui se passe dans le corps. Et donc, ça vient faire écho à ce que toi, tu proposes, j'imagine, pendant la consultation. Voilà, exactement. Et du coup, c'est un petit peu, pas toute, mais si c'est une femme qui a déjà suivi, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est ça. Tu mets toutes les chances de ton côté avec ce petit check-up et Voilà. ça peut ne serait-ce que te donner la confiance suffisante pour te dire ça va rouler, parce que c'est aussi beaucoup une question de confiance et de lâcher prise, comme tu disais. Exactement. Par moment, tu sais, le bébé n'est pas positionné comme il faut. Alors, on nous fait toujours un petit peu flipper avec tout ça, alors que tout peut se passer en quelques heures, tout peut bouger. On a déjà vu des bébés qui étaient en siège et qui, en fait, se sont retournés à la dernière minute, des bébés qui avaient le dos orienté du bon, du mauvais côté. Moi, je me rappelle m'être pris la tête avec tout ça pour être sûre qu'elle était bien comme il fallait. Est-ce que toi, c'est des choses que tu peux faire bouger le bébé? Tu peux... Alors, je sais bien que tu ne proposes pas de version manuelle, qui est le fait avec les mains de venir tourner le bébé. Ça, je pense que c'est fait que par des médecins. Voilà, c'est que médical. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire quand même pour lui donner de l'espace, pour l'aider peut-être à se placer mieux, ce bébé? C'est exactement ce que tu dis, c'est donner de l'espace en fait. Okay. Donc ça va être toujours sur ce même principe de libérer le bassin, les muscles, les lombaires, le diaphragme, pour qu'en fait qu'il ait un maximum de place pour se retourner ou pour bouger s'il en a envie. Surtout qu'à la fin, il est quand même un peu écrabouillé voilà. en général. Et souvent, on sent les pieds d'un côté, la tête de l'autre. On voit bien qu'il est un peu... on voit bien qu'il a pris tout l'espace de la petite piscine, quoi. Ok, on entend parfois dire que l'ostéopathie, ça peut déclencher un accouchement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'il faut mettre quand même... il faut avoir un peu des pincettes, il faut mettre... Je pense que on déclenche pas comme on déclencherait médicalement un accouchement, ça c'est sûr. Après, on peut permettre et aider à ce que le travail puisse se mettre en place naturellement. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est justement permettre de redonner de la mobilité, libérer, détendre le périnée, le bassin, le col, tout ça, ce qui va faire que forcément, il va y avoir le bébé qui va prendre plus de place, peut-être un peu plus peser sur le bassin, il peut y avoir des choses qui puissent améliorer le déclenchement du travail naturel. Oui, pour que sa tête puisse bien s'enclencher dans le bassin et lancer le travail. Mais par exemple, si y a vraiment le travail ne doit pas se faire, c'est pas moi qui vais avec mes mains tout déclencher. Après, on a des techniques un peu pour détendre au niveau du système nerveux, en travaillant sur les nerfs vagues, en travaillant sur le système parasympathique, pour vraiment mettre la femme, en fait, on sait qu'à la fin du 3e trimestre, elle est censée commencer à aller un peu dans un système de ralentissement en fait au niveau de son système nerveux. Et si elle est par exemple, comme on disait, elle vient à peine d'arrêter de travailler, elle a encore à faire la valise pour la maternité, le machin, le truc, elle va pas être dans ce système un peu où je commence à prendre soin de moi, à me mettre un peu, il y a certaines sages-femmes qui parlent de se mettre un peu dans sa grotte aussi, un peu dans sa petite bulle en fait. Et si elle ne le fait pas, et alors qu'on est à 40-41 semaines d'aménorrhée, forcément au niveau médical, ils vont commencer à dire « Bon, madame, là, il va falloir faire attention, être sous surveillance ». Et du coup, l'ostéopathie peut aider justement un peu à calmer ce système-là, libérer les tensions qu'il pourrait y avoir, qui ferait que, par exemple, le bébé puisse être très haut et pas du tout en position justement de travail, et aider. Ouais. De toute façon, je pense que toutes ces méthodes qui restent naturelles, il faut garder en tête qu'elles accompagnent mais qu'elles ne forcent pas. Voilà. Parce que je pense qu'il n'y a rien à part peut-être un déclenchement médical et encore. Voilà. Parfois, ça ne marche pas. Après, il faut aller voir quand même un ostéopathe qui soit formé, qui fasse des techniques douces, non invasives. Bien sûr qu'il y a des choses qui pourraient... toute personne qui est bien formée ne fera jamais de mal et déclenchera jamais quelque chose. C'est pas possible.
Ouais. Et puis même toutes les plantes, toutes les techniques qu'on entend de monter les escaliers en crabe et toutes ces choses-là, je pense que si le corps n'est pas prêt, Oui, il a une intelligence qui dépasse nos cerveaux à tous et que c'est chouette de pouvoir accompagner comme ça, mais qu'il n'y a rien qui fera voilà, forcer un déclenchement. De la même manière que si on a peur d'aller chez l'ostéopathe et que ça nous fasse accoucher tout de suite, non, c'est pas... Voilà, le corps sait faire à son exactement. rythme. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a aucune étude très concluante sur telle ou telle manière, Bien tu vois, sûr. genre manger des dates ou Oui, être tel de marcher, les Mm. rapports, les machins, les trucs. Parce qu'en fait, finalement, c'est dépendant de chaque femme et de chaque moment où, Chaque histoire, ouais. voilà. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas une recette magique, en fait. Ouais, c'est sûr. Une fois que l'accouchement a eu lieu, tout s'est bien passé, on espère. Est-ce que c'est intéressant de continuer à être suivi en ostéopathie parce qu'on parle beaucoup de pendant la grossesse et parfois on a un peu l'impression d'être une vieille chaussette dans un coin en postpartum parce qu'on se dit mais on n'a pas le protocole pour après. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire après? Ok, on voit notre sage-femme un petit peu, mais comment on prend soin de notre corps? Et j'imagine que l'ostéopathie Oui. encore a une carte à jouer. En fait, ça va dépendre de comment s'est passé l'accouchement. Ok, Si ça a été un accouchement par voie basse, qui a eu très peu de déraillures ou de cicatrices, enfin voilà, que tout va bien, on va dire entre guillemets, à partir de... Enfin, moi je dis toujours que c'est important que la femme, elle se repose, qu'elle trouve son équilibre avec sa petite famille, son bébé, etc. Si tout va bien, voilà, on n'est pas obligé de l'avoir de suite. À partir de, allez, minimum 2 semaines de postpartum, on peut l'avoir. ouais, Par contre, s'il y a eu une césarienne, tout ça, il faut vraiment attendre que ça soit bien cicatrisé. Et souvent, on attend quand même au moins un mois. Mais encore une fois, ça va dépendre en cas d'extrême urgence. Si la personne, elle a très mal, par exemple, qu'elle s'est fait mal au coccyx pendant l'accouchement, qu'elle a des douleurs qui l'empêchent de bien se reposer ou même de s'occuper de son bébé, là, on peut l'avoir tout de suite dès le début, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment eu un peu une phase en postpartum où ça y est, bébé arrive, donc tout est sur bébé. Tu ouais, vois, complètement. moi j'en ai beaucoup, je suis pendant l'accouchement, mais c'est difficile, tu vois, pour elle de se dire, bah allez, je vais prendre soin de moi aussi, j'ai Ouais. autant ma place en fait par rapport à cette arrivée de bébé. Mm. Donc souvent je vois le bébé, et la femme je la vois beaucoup plus après. Ouais, je pense que s'il y a un truc à conseiller, c'est de se caler en amont ces rendez-vous pour soi. Parce que c'est toujours dur évidemment de Bien prendre sûr. du temps pour soi alors qu'on est focus et qu'on dort pas et que voilà. Mais c'est important de prendre d'avance des petits rendez-vous, quitte à les annuler si vraiment ce jour-là on n'est pas en mesure. Vous annulez pas à la dernière minute, c'est pas sympa. Mais tu vois, de se caler un rendez-vous d'ostéo, peut-être de se caler si on veut allaiter un rendez-vous avec une conseillère en lactation. Si ça se trouve, il servira à rien. Mais en fait, ça se trouve, il va nous être une vraie bouée de sauvetage parce que à ce moment-là, on avait besoin de voir quelqu'un pour avoir des conseils, etc. Je pense qu'un des conseils, c'est de se faire la liste aussi des thérapeutes qu'on veut avoir autour de nous. C'est un peu ce village qu'on se reconstitue Exactement, aujourd'hui. ouais. Et pourquoi pas caler d'avance quelques rendez-vous. On ne sait pas dans quel mood on sera, mais parfois, le fait d'avoir déjà ce rendez-vous calé, ça va être une vraie bouée pour nous. Donc ça, je pense que c'est important. Voilà. Donc je dirais, voilà, le caler, oui, à partir de 3 4 semaines Ouais. postpartum, pas avant, à Ouais. moins que vraiment il y À ait moins une qu'il y ait un urgence, besoin. quoi. Je lisais quelque chose qui m'a interpellée, je voulais te poser la question. J'ai lu que quand on a le coccyx qui s'est déplacé pendant l'accouchement, ce qui doit être d'ailleurs très douloureux, ou d'autres d'ailleurs douleurs qui sont persistantes comme ça dans le corps, c'est une des causes de dépression du postpartum. J'imagine que ça joue sur l'état mental parce que le fait d'avoir mal toute la journée, ça nous épuise et ça nous éreinte. Est-ce que toi, tu as des infos là-dessus? Oui, c'est surtout le fait que ça soit des douleurs qui soient vraiment impossibles à supporter au quotidien, de ne pas arriver à Ouais, s'asseoir, de ne pas pouvoir bien se positionner par exemple pour nourrir ton bébé ou ouais, le porter, etc. Donc c'est vraiment des douleurs qui sont vraiment dures pour la personne au quotidien. Et puis on sait que vraiment avec cette cascade hormonale du postpartum, qui est vraiment un moment vraiment intense en fait, physique mais aussi psychologique, et bien on ne le sûr. dit pas assez. La dépression du postpartum arrive vraiment plus souvent que ce qu'on croit. C'est environ 17% au deuxième mois de Ouais, postpartum de femmes ouais. qui ont ça. Et encore, c'est certainement ce qu'on lit partout, Sûrement pas certainement assez. Et moins, puis la dépression, moins c'est bien vraiment quelque diagnostiqué. chose d'avéré où la personne est vraiment dans une détresse Mm, psychologique. Après, même des troubles anxieux, ça augmente beaucoup plus. bien sûr, ouais, Et en fait, c'est important justement de se sentir entouré. Tu parlais tout à l'heure de village, mais c'est ça ouais, qui est vraiment important. Et le sacrum et le coccyx, c'est des zones du bassin qui sont vraiment très riches nerveusement, qui sont vraiment, encore une fois, dans cette notion aussi de symbolique, de base, de vraiment d'ancrage. Donc ouais, si déjà je viens d'accoucher par voie basse, que j'ai un bassin qui est complètement ouvert et complètement écarté parce qu'il a laissé passer bébé, enfin comment tu veux être ancré en fait, c'est pas ouais, possible. Donc tu vois, si on reste sur une notion un peu plus symbolique par exemple,
C'est vrai que ça va être des douleurs qui vont avoir tendance à vite peser sur le système nerveux. Mais il peut y avoir tellement d'autres choses qui font que la dépression du postpartum arrive. Et c'est important du coup de se sentir aidé. Il y a plein de numéros d'écoute aussi pour ça. C'est important de ne pas minimiser en fait. Ouais. C'est pour ça que je trouve que ces petits rendez-vous d'avance, mais ça peut être des temps bloqués avec des proches, ça peut nous faire des petits points d'accroche pour sortir un peu du quotidien et se rendre compte est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas. Parce que sinon, quand on est dedans, le nombre de femmes qui disent mais en fait j'ai fait une dépression du postpartum et je m'en suis rendu compte des mois ou des années après. Ouais. Ce qui est vraiment important, c'est que la moindre pensée noire pour soi ou même son bébé ou autre, voilà, là c'est important de tout de suite appeler un professionnel. Ouais. Si on est déjà suivi par soit son thérapeute ou même il y a, voilà, comme je te disais, il y a des numéros d'écoute. Bien sûr, la PMI à Bordeaux, qui est là. Voilà, il y a le CHU qui a voilà, vraiment il y a plein de choses qui sont mises en place, mais il n'y a pas de minimisation en fait. C'est pas parce que ah non mais moi je me verrai pas. Non, en fait à ce moment-là c'est tellement un chamboulement en fait chimique dans notre corps que le moindre petit truc qui habituellement ne m'aurait pas vraiment dérangé ou qui m'aurait pas fait vraiment tilter, là ça va être une cascade. Oui, il y a le manque de sommeil, il y a la chute hormonale qui en 3 jours et les 3 premiers jours, c'est pour ça qu'on parle de baby blues. La chute hormonale est telle qu'on la vit à aucun autre moment de vie. Mais je trouvais ça important de montrer que ça peut aussi passer par le corps et que c'est aussi des douleurs persistantes qui peuvent nous mener à un épuisement nerveux et donc à des troubles psy et qu'il ne faut pas négliger non plus cette enveloppe corporelle. Voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment ce lien psychologique, corporel et chimique aussi. Donc c'est vraiment important de se dire, ok, sur quoi moi déjà je me sens plus ou moins sensible, qui me fait du bien déjà en règle générale. Est-ce que c'est déjà que de prendre soin de moi par mon corps ou plus au niveau de ma tête, de mon mental, ou est-ce que c'est d'être, de me reposer vraiment chez moi dans mon lit, d'être entourée, ou est-ce que c'est d'être accompagnée de thérapeutes en qui déjà j'ai confiance, où j'ai déjà créé un climat vraiment de bienveillance pour m'aider, comme la consultante en lactation par exemple, ou ma sage-femme tout simplement, la sage-femme pendant le Prado qui va venir à domicile, s'occuper de moi, vérifier que tout va bien. Enfin, c'est important de lui dire. Ouais, c'est clair. Et pour le bébé, qu'est-ce que tu proposes du coup Je sais que c'est quand même hyper intéressant aussi de pouvoir voir les bébés, ne serait-ce quand ils ont besoin de vérifier la succion, etc. Exactement. Qu'est-ce que tu recommandes pour le petit ? En fait, le bébé, ça va dépendre aussi de comment ça s'est passé. Ça veut dire que on va dire qu'on va attendre le courant du premier mois pour pouvoir faire un petit point en fait, parce que c'est vraiment là où on va pouvoir enlever le maximum en fait de tension ou de choses qui auraient pu être cette mise en place, que ça soit intra-utéro ou pendant l'accouchement. Moi j'aime bien dire attendre au moins les 3 semaines de vie extra-utérine pour permettre vraiment le bébé de s'acclimater à son nouveau milieu qui est aérien, au milieu aqueux, de vraiment pouvoir lui laisser le temps d'arriver en fait, qu'il reprenne des forces, parce qu'on sait que ce premier mois c'est vraiment un moment où pour lui même de téter ça lui demande beaucoup d'énergie, donc souvent ils font que manger et dormir mais par contre si par exemple il se met à pleurer toujours sans raison, je comprends pas pourquoi, si il est par exemple toujours la tête penchée d'un côté, une tête un peu aplatie ou je ne sais quoi d'autre, des hanches qui sont toujours bloquées d'une certaine manière, il y a plein de choses qui pourraient être mises en place. Ou des difficultés à la succion aussi, ça doit être quelque chose de fréquent. Pour se nourrir, ça par contre c'est une urgence, tu vois, c'est de vraiment, s'il a des difficultés à se nourrir, qu'il n'arrive pas bien à manger, si j'avais fait un souhait que ça soit en allaitement, c'est-à-dire au sein, mais même biberon, c'est important de pouvoir avoir des clés, de se dire, ah ok, je sais que souvent les femmes, elles pensent que c'est de leur faute. Donc on va parler beaucoup de positionnement, etc. Mais en fait, il y a quand même une chose qu'on commence vraiment à parler, c'est vraiment les troubles de succion du bébé, du nourrisson, qui est vraiment en fait un peu sous-estimé. Mais des fois de venir juste un peu stimuler légèrement le bébé, lui travailler un petit peu au niveau de sa bouche ou de ses cervicales, de son crâne, ça va permettre justement de libérer tout ça et de justement pas perdre cet allaitement qui par exemple m'était cher ou tout simplement que le bébé se nourrisse et qu'il soit correctement et qu'il prenne du poids, qu'il soit pas en danger. Et je pense que c'est important de rappeler encore une fois que le bébé il n'arrive pas déposé par une cigogne devant la porte et que c'est pour lui une énorme épreuve. Que la naissance, apparemment, ce serait la plus grosse épreuve qu'on a à vivre dans notre vie, celle que de descendre par le bassin et de se faire un passage jusqu'à la vie terrestre. Donc c'est énorme pour la mère, mais c'est aussi énorme pour l'enfant. Et donc évidemment, après une épreuve comme ça, il faut aussi aller s'assurer que tout est bien en place et
et qu'il en est ressorti en bon état, entre guillemets, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, je dirais que si tout va bien, c'est-à-dire que tout va bien, il mange bien, il prend bien du poids, le reste du temps, il dort, il se repose et tout. Enfin voilà, il y a pas, il mouille bien sa couche, il va bien. Voilà, donc là, j'ai envie de dire, on peut se voir 3 semaines, un mois pour faire un petit point. Ouais. Et en fonction de ce point-là, si tout va bien, on peut refaire des petits check-up un peu plus tard lors du développement moteur de l'enfant. Après, ça va dépendre de l'envie des parents aussi et du suivi qu'ils ont envie d'avoir. Et si par contre, voilà, il mange mal, trouble de la succion, j'ai mal au sein, j'ai des engorgements à répétition, etc., des crevasses, tout ça, là, on les voit avant. Ouais, là, ça peut être un signe, en effet, qu'il y a des problèmes de succion si la mère a des douleurs. Mais ça peut être aussi les instrumentations, les forceps, les ventouses, des déformations du crâne, un bébé qui tourne la tête que d'un côté, qui est bloqué. Enfin voilà, il peut y avoir d'autres choses aussi qui amènent à voir très rapidement parce que le bébé va être gêné et du coup c'est pas viable non plus pour après son développement, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Même après, pour le développement moteur est tellement rapide chez l'enfant que c'est important aussi de pas laisser s'installer des petites gênes. Exactement. Pour pas qu'il loupe des étapes, quoi. C'est ça, parce qu'il a vraiment des petits pics de croissance et en général, le bébé a tendance à retourner un peu vers ses dysfonctions, on va dire, un peu primaires, vers l'état dans lequel le corps avait ses tensions initialement. Ouais. Donc, vu que il grandit tellement vite et qu'il n'a pas encore les muscles nécessaires pour vraiment pallier à ça, donc en fait, c'est souvent important de refaire un petit point à d'autres moments, surtout s'il y a eu des problèmes à la base, quoi. Ouais. On va terminer l'épisode avec des petites questions portraits. Est-ce que tu peux me dire quel serait ton mantra, s'il te plaît ? Là, j'ai fait une exposition récemment et il y a une phrase que j'ai bien aimée qui est « Souviens-toi, rien ne peut arrêter le printemps » de David Hockney. Et magnifique. En fait, ça me parlait bien de te dire ça aujourd'hui parce que il y a quelque chose qui est important, je pense, de savoir dans la périnatalité quand tu as un enfant, c'est que tout passe. Et en fait, c'est que ça va être difficile, en fait. Ça va être des moments, on appelle ça un peu comme une petite tornade. Alors, ça peut être une tornade qui fait du bien, hein, qui amène beaucoup d'amour, mais ça reste un chamboulement, en fait, pour le couple, pour les parents. Et c'est ça qui est important, c'est que le bébé, du moment qu'il est dans le ventre jusqu'à peu près, je sais pas, c'est 6 ans, en fait, il va changer tous les mois. Il y a des gros changements, des choses qu'il va acquérir, d'autres qui va un peu régresser. Et puis, c'est pour ça que j'ai envie d'un peu de dire ça, c'est que tout passe et voilà, il faut avoir un peu un bagage de professionnels qui peuvent nous aider, ou même notre entourage. C'est pour ça qu'on dit il faut tout un village, mais d'avoir des gens autour de soi pour avoir un peu des conseils ou même tout simplement juste être soutenu nous-mêmes. Mais voilà, pas oublier que tout va passer et que le printemps va revenir. Exactement. Nous, on se disait beaucoup, quoi qu'il en soit, le soleil va se lever demain matin. Et ça aide. Ouais. Même si on passe une nuit pourrie, en fait, demain, il fera beau et la vie va repartir, quoi. Exactement. Quel est ton havre de paix ? Mon havre de paix, je dirais que c'est un endroit où il y a de l'eau. Peu importe, t'as pas une idée en tête précise, tant qu'il y a de l'eau, c'est bien. J'aime plutôt une eau calme. Tu sais, moi, j'ai grandi au niveau de la Méditerranée, mais j'aime aussi beaucoup les montagnes, la rivière, et je trouve que ça m'apaise beaucoup. C'est très ressourçant, et on a besoin aussi de ces moments pour s'immerger, un peu comme se nettoyer et se retrouver, en fait, dans cette immensité d'eau. Voilà, c'est vraiment un peu ce que je dirais mon havre de paix, c'est ça. Quelle serait, selon toi, ta zone d'ombre ? Ma zone d'ombre, il y a vraiment... je me suis beaucoup construite autour d'une dualité qui était vraiment entre la passion et la douceur. Je me suis même tatouée pour te dire ces deux mots. Et j'ai beaucoup pensé justement que c'était une dualité en moi, que je pouvais être très douce, mais un peu j'avais aussi cette passion fulgurante de dire les choses, de vouloir les faire bouger, un peu comme un peu du militantarisme. Et en fait, j'ai compris en fait ces dernières années qu'en fait c'était vraiment l'alliance des deux en fait qui était belle et que c'était un peu l'essence même du féminin en fait qui était en chacune de nous. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été vraiment important pour moi et ça reste des fois difficile d'allier les deux. En fait, des fois je me dis comment par exemple exposer ma force mais avec douceur et en même temps être douce mais pouvoir quand même être puissante.
Et c'est ça qui, pour moi, est vraiment important et que chaque femme devrait pouvoir exprimer et ressentir. Ouais, c'est très beau. Si tu devais dire un mot là à toutes les femmes qui nous écoutent, le mot de la fin, qu'est-ce que ce serait ? J'ai écrit une phrase hier et je voulais te la lire. C'est soyez vous, osez rayonner, votre force et votre douceur sont votre puissance. Waouh, c'est hyper en lien avec ce que tu nous as dit juste avant. Ouais. Merci Amélie. Avec grand plaisir. À toutes nos auditrices, si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de retrouver les étirements recommandés par Amélie pour vous accompagner pendant votre grossesse dans le programme Healthy Mama. C'est le programme qui vous accompagne de manière naturelle et holistique pour votre grossesse et votre postpartum. Tous les liens sont en description de cet épisode. À très vite.